Notre quatrième module s'intitule l'énumération. Donc, lors de la phase d'énumération, les attaquants énumèrent les noms d'utilisateurs et d'autres informations sur les groupes, les partages réseau et les services des ordinateurs qui se trouvent sur ce même réseau. Ces informations aident les attaquants à identifier les vulnérabilités du réseau cible et à les exploiter pour pirater le système. Il faut savoir que l'énumération est le processus d'extraction des informations relatives à la cible. Lors de la phase d'énumération, un attaquant crée des connexions actives avec le système et envoie des requêtes afin d'obtenir plus d'informations sur la cible. L'attaquant utilise les informations collectées à l'aide de l'énumération pour identifier les vulnérabilités de la sécurité du système, ce qui l'aide à exploiter le système cible. L'énumération permet à l'attaquant d'effectuer des attaques par mot de passe pour obtenir un accès non autorisé aux ressources du système d'information. Les techniques d'énumération fonctionnent dans un environnement intranet. L'énumération permet notamment à l'attaquant de collecter les informations suivantes: les ressources réseau, les partages réseau, les tables de routage, les paramètres d'audit et de service, les détails SNMP et FQDN, les noms des machines, les groupes et les utilisateurs, ainsi que les applications et les bannières. Au cours de l'énumération, les attaquants peuvent tomber sur un partage de communication interprocessus IPC distant, tel que l'IPC $, dans Windows. Ils peuvent sonder plus en détail pour se connecter à un partage administratif en effectuant une attaque par brute force sur les informations d'identification de l'administrateur et obtenir des informations complètes sur la liste du système de fichiers que le partage représente. Les modules précédents ont montré comment les attaquants collectent les informations nécessaires sur une cible sans aucune activité illégale. Cependant, les activités de dénombrement peuvent être illégales selon les politiques de l'organisation et les lois en vigueur. Un hacker éthique ou un pentester doit toujours obtenir l'autorisation appropriée avant d'effectuer son énumération. Les techniques suivantes sont utilisées pour extraire les informations sur la cible. D'abord, extraire les noms d'utilisateurs à l'aide des identifiants de messagerie. Chaque adresse email contient deux parties, le nom d'utilisateur et un nom de domaine au format nom-utilisateur-nom du domaine. On peut aussi extraire des informations à l'aide des mots de passe par défaut. Il faut savoir que de nombreuses ressources en ligne fournissent une liste de mots de passe par défaut attribués par les fabricants à leurs produits. Les utilisateurs ignorent souvent les recommandations visant à modifier le nom d'utilisateur et les mots de passe par défaut. Cela facilite la tâche d'un attaquant qui consiste à énumérer, à exploiter la cible. Nous avons aussi une autre approche qui est la brute force d'Active Directory. Il faut savoir que Microsoft Active Directory est susceptible d'énumérer les noms d'utilisateurs au moment de la vérification des entrées fournies par l'utilisateur. Il s'agit d'une erreur de conception dans l'implémentation de Microsoft Active Directory. Si un utilisateur active la fonctionnalité heure de connexion, toutes les tentatives d'authentification du service génèrent des messages d'erreur différents. Les attaquants en profitent pour énumérer les noms d'utilisateurs valides. Un attaquant qui parvient à extraire des noms d'utilisateurs valides peut mener une attaque par force brute pour déchiffrer les mots de passe respectifs. Une troisième approche consiste à extraire les informations en utilisant un transfert de zone DNS. Il faut savoir qu'un administrateur réseau peut utiliser le transfert de zone DNS pour répliquer les données DNS sur plusieurs serveurs DNS, ou bien sauvegarder ces fichiers DNS. Pour cela, l'administrateur doit exécuter une requête de transfert de zone spécifique au serveur de nom. Si le serveur de nom autorise le transfert de zone, il convertira tous les noms DNS et les adresses IP hébergées par le serveur vers un format texte ASCII. Si les administrateurs réseau n'ont pas configuré correctement le serveur DNS, le transfert de zone DNS peut être une méthode efficace pour obtenir des informations sur le réseau de l'organisation. Ces informations peuvent inclure des listes de tous les hosts nommés sous zone et adresses IP associées. Un utilisateur peut effectuer un transfert de zone DNS à l'aide des commandes nslookup et dig. Une quatrième approche consiste à extraire les groupes d'utilisateurs de Windows. Pour l'extraction de ces groupes, l'attaquant doit disposer d'un identifiant enregistré en tant qu'utilisateur dans Active Directory. L'attaquant peut ensuite extraire des informations des groupes
quand l'utilisateur est membre, en utilisant l'interface Windows ou la méthode de ligne de commande. La dernière approche, l'extraction des noms d'utilisateurs à l'aide du protocole SNMP. Il faut savoir que les attaquants peuvent facilement deviner les chaînes de communauté, ce qu'on appelle les community strings, qui sont en lecture seule ou en lecture-écriture, en utilisant l'interface de programmation d'application SNMP pour extraire les noms d'utilisateurs. Donc, nous allons commencer par l'énumération des ports et des services. Il faut savoir qu'il y a un nombre assez important de ports et de services qui peuvent être utilisés lors de l'énumération. On citera, à titre d'exemple, le port 135, qu'il soit TCP ou UDP, qui représente le service Microsoft RPC Endpoint Mapper. Il faut savoir que RPC est un protocole utilisé par un système client pour demander un service à un serveur. Endpoint est le port de protocole sur lequel le serveur écoute les RPC du client. Le RPC Endpoint Mapper permet au client RPC de déterminer le numéro de port actuellement attribué au service RPC spécifique. Il existe une faille dans la partie du RPC qui échange les messages via TCP/IP. La gestion incorrecte des messages mal formés provoque un échec. Cela affecte le RPC Endpoint Mapper qui écoute sur le port TCP/IP 135. Cette vulnérabilité pourrait permettre à un attaquant d'envoyer des messages RPC au processus RPC Endpoint Mapper sur un serveur pour lancer une attaque de DNS service. On pourra aussi citer le port TCP 139 qui est le service NetBIOS. Donc, en réalité, c'est SMB sur NetBIOS. Il faut savoir que le TCP 139 est peut-être le port Windows le plus connu. Il est utilisé pour transférer des fichiers sur un réseau. Les systèmes utilisent ce port à la fois pour l'établissement de sessions nulles, ainsi que pour le partage de fichiers et d'imprimantes. Un administrateur système, envisageant de restreindre l'accès au port sur un système Windows, doit faire de la restriction de TCP 139 une priorité absolue. Un port TCP 139 mal configuré peut permettre à un intrus d'obtenir un accès non autorisé aux fichiers système critiques ou à l'ensemble des systèmes de fichiers, entraînant un vol de données ou d'autres activités malveillantes. Alors, commençons par l'énumération NetBIOS. Il faut savoir que le processus d'énumération commence en premier lieu par NetBIOS, car il permet l'extraction de grandes quantités d'informations sensibles sur le réseau cible, tels que les utilisateurs et les partages réseau. La première étape de l'énumération d'un système Windows consiste à tirer parti de l'API NetBIOS. NetBIOS a été initialement développé comme une API permettant au logiciel client d'accéder aux ressources du réseau local LAN. Windows utilise NetBIOS pour le partage de fichiers et d'imprimantes. Le nom de NetBIOS est une chaîne ASCII unique de 16 caractères attribuée au système Windows pour identifier les périphériques réseau via TCP/IP. 15 caractères sont utilisés pour le nom de l'appareil et le 16e est réservé au type de service ou d'enregistrement. NetBIOS utilise le port UDP 137 pour le service de nom, le port UDP 138 pour le service datagram et le port TCP 139 pour le service de session. Les attaquants ciblent généralement le service NetBIOS car il est facile à exploiter et à exécuter sur les systèmes Windows, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Les attaquants utilisent l'énumération NetBIOS pour obtenir les éléments suivants. D'abord, la liste des ordinateurs appartenant à un domaine, la liste des partages sur les zones individuelles d'un réseau, ainsi que la politique de mot de passe. Un attaquant qui trouve un système Windows avec le port 139 ouvert peut vérifier quelles ressources sont accessibles ou visualisables sur un système distant. Toutefois, pour énumérer les noms NetBIOS, le système distant doit avoir activé le partage de fichiers et d'imprimantes. L'énumération NetBIOS peut permettre à un attaquant de lire ou d'écrire sur un système informatique distant en fonction de la disponibilité des partages ou de lancer une attaque DOS. Il y a lieu de noter que Microsoft ne prend plus en charge la résolution de noms NetBIOS pour l'IPv6. Alors, pour faire de l'énumération NetBIOS, on peut utiliser un certain nombre d'utilitaires, notamment mbtstate, qui est un utilitaire Windows qui aide à résoudre les problèmes de résolution des noms NetBIOS. La commande mbtstate supprime et corrige les entrées préchargées à l'aide de plusieurs commutateurs sensibles à la casse. Les attaquants utilisent mbtstate pour énumérer des informations telles que les statistiques du protocole NetBIOS sur TCP/IP,
ce qu'on appelle NetBT, les tables de nom NetBIOS pour les ordinateurs locaux et distants, et le cache de nom NetBIOS. La fenêtre affichée donne un exemple de l'utilisation de la commande mbtstate. La commande mbtstate-a avec l'adresse IP de la machine peut être exécutée pour obtenir la table de nom NetBIOS d'un ordinateur distant. De la même manière, la commande mbtstate-c peut être exécutée pour obtenir le contrôle du cache du nom NetBIOS, la table des noms NetBIOS et leurs adresses IP résolues. Les outils d'énumération NetBIOS explorent et analysent un réseau dans une plage d'adresses IP et de listes d'ordinateurs pour identifier les failles de sécurité ou les failles dans les systèmes en réseau. Ces outils énumèrent également les systèmes d'exploitation, les utilisateurs, les groupes, les identifiants de sécurité, ce qu'on appelle les SID, les politiques de mots de passe, les services packs et correctifs, les partages NetBIOS, les transports, les sessions, les disques et les journaux d'événements de sécurité, etc. NetBIOS Enumerator est un outil d'énumération qui montre comment utiliser la prise en charge réseau à distance et gérer certains autres protocoles web tels que SMB, comme le montre la capture d'écran. Les attaquants utilisent NetBIOS Enumerator pour énumérer les détails tels que les noms NetBIOS, les noms d'utilisateurs, les noms de domaine, ainsi qu'un autre ensemble d'informations. On peut aussi utiliser Nmap. Il faut savoir que les attaquants utilisent le moteur de script Nmap, donc ce qu'on appelle Nmap Script Engine, pour découvrir les partages NetBIOS sur un réseau. Le script mbstat de NSE permet aux attaquants de récupérer les noms NetBIOS et les adresses MAC de la cible. Par défaut, le script affiche le nom de l'ordinateur et de l'utilisateur connecté. Cependant, si la verbosité est augmentée, elle affiche tous les noms liés à ce système. Comme le montre la capture d'écran, l'attaquant utilise la commande nmap suivante pour effectuer une énumération NetBIOS sur log cible. Alors la commande c'est nmap-sv-v --script mbstate-.nse, ça c'est le moteur dont on parlait tout à l'heure, avec l'adresse IP de la cible. L'énumération des comptes utilisateurs à l'aide de la suite PS Tools aide aussi à contrôler et à gérer le système distant à partir de lignes de commande. Alors, il faut savoir que la famille PS Tools contient tout un ensemble d'outils. On citera à titre d'exemple PS Exec. Alors, c'est tout simplement un remplacement léger de Telnet qui peut exécuter des processus sur d'autres systèmes avec une interactivité totale pour les applications console, sans avoir à installer manuellement un logiciel client. Le cas d'utilisation le plus puissant de PS Exec est le lancement de l'invite de commande interactive sur des systèmes distants et des outils d'activation à distance tels que ipconfig, qui autrement ne peuvent pas afficher d'informations sur les systèmes distants. On peut citer aussi à titre d'exemple le PS Info, qui est un outil en ligne de ligne de commande qui va rassembler des informations clés sur l'héritage local ou distant du système Windows, y compris le type d'installation, la version du noyau, l'enregistrement d'organisation, les propriétaires, le nombre de processus, etc. Donc, vous remarquerez que c'est une commande assez utile pour récolter un certain nombre d'informations. Alors, on peut aussi faire de l'énumération des comptes d'utilisateurs en utilisant le NetView, qui est un utilitaire de ligne de commande qui va afficher une liste d'ordinateurs dans un groupe de travail spécifié ou des ressources partagées disponibles sur un ordinateur spécifique. Il peut être utilisé soit en faisant un NetView / le nom de l'ordinateur, et là, on peut aussi le remplacer par l'adresse de l'ordinateur. Ou bien en faisant la même chose, mais en rajoutant un /all à la fin. Donc là, ça va nous permettre d'afficher, si vous voulez, tous les partages sur l'ordinateur spécifique. Alors, on passe maintenant à l'énumération SNMP. Alors, il faut savoir que SNMP est un protocole qui permet aux administrateurs réseau de gérer les périphériques réseau à distance. Cependant, il présente de nombreuses failles de sécurité, telles que le manque de journalisation et d'audit,
Donc, les attaquants peuvent profiter de ces vulnérabilités pour effectuer une énumération des comptes et des appareils. Donc, SNMP est un protocole de couche applicatif. Il s'exécute sur UDP et maintient et gère les routeurs, hubs, commutateurs sur un réseau IP. Donc, les agents SNMP s'exécuteront sur les réseaux Windows, Unix et sur les périphériques réseau. L'énumération SNMP est le processus de création d'une liste de comptes et des appareils de l'utilisateur sur un ordinateur cible à l'aide de SNMP. SNMP utilise deux types de composants logiciels pour la communication: l'agent SNMP et la station de gestion SNMP. L'agent SNMP se trouve sur le périphérique réseau et la station de gestion SNMP communique avec l'agent. Presque tous les périphériques d'infrastructure réseau tels que les routeurs et les commutateurs contiennent un agent SNMP pour gérer le système ou les périphériques. La station de gestion SNMP envoie des requêtes à l'agent. Après avoir reçu la commande, l'agent répond. Les requêtes et les réponses sont des variables de configuration accessibles par le logiciel agent. Les stations de gestion SNMP envoient des requêtes pour définir des valeurs sur certaines variables. Les interruptions permettent à la station de gestion de savoir si un événement anormal tel qu'un redémarrage ou une défaillance d'interface s'est produit du côté de l'agent. SNMP contient les deux mots de passe pour configurer et accéder à l'agent SNMP depuis la station de gestion. Nous avons le premier mot de passe, c'est le read community string. Donc, la configuration de l'appareil et du système peut être visualisée à l'aide de ce mot de passe et cette chaîne est publique. Le deuxième, c'est le read-write community string. Donc, la configuration de l'appareil peut être modifiée ou éditée à l'aide de ce mot de passe et cette chaîne est privée. Lorsque les administrateurs laissent les chaînes de communauté paramètres par défaut, les attaquants peuvent utiliser les chaînes de communauté par défaut, donc le mot de passe, pour modifier ou afficher la configuration de l'appareil ou du système. Les attaquants énumèrent SNMP pour extraire des informations sur les ressources réseau, comme on l'avait dit, telles que les hosts, les routeurs, les périphériques et les partages, ainsi que des informations réseau telles que les tables ARP, les tables de routage, les informations spécifiques aux périphériques et les statistiques de trafic. Les outils d'énumération SNMP couramment utilisés incluent OpUtil et Network Performance Monitor. Alors, comment fonctionne SNMP? SNMP utilise une architecture perturbée comprenant des gestionnaires SNMP, les agents SNMP et plusieurs composants associés. Voici quelques commandes associées à SNMP. D'abord, nous avons getRequest. Elle est utilisée par le gestionnaire SNMP pour demander des informations à un agent SNMP. Nous avons la commande getNextRequest qui est utilisée par le gestionnaire SNMP en continu pour récupérer toutes les données stockées dans une table, un réseau. Ou un tableau. GetResponse, qui est utilisé par un agent SNMP pour satisfaire une requête formulée par le gestionnaire SNMP. Nous avons setRequest, qui est utilisé par le gestionnaire SNMP pour modifier la valeur d'un paramètre au sein de la base d'information du gestionnaire MIB d'un agent SNMP. Et pour finir, nous avons piège, qui est utilisé par un agent SNMP pour informer le gestionnaire SNMP préconfiguré d'un certain événement. Le processus de communication entre un gestionnaire SNMP et un agent SNMP se produit comme suit. D'abord, nous avons le gestionnaire SNMP. Dans notre exemple, c'est le host X qui a l'adresse 10.10.2.1. Utilisera la commande getRequest pour envoyer une requête du nombre de sessions actives de l'agent SNMP. Donc, le host Y, qui a l'adresse IP 10.10.2.15, pour effectuer cette étape, le gestionnaire SNMP utilisera une bibliothèque de services SNMP telle que la bibliothèque Microsoft SNMP Management API. C'est ce qu'on appelle le MGMT API.dll ou la bibliothèque Microsoft Win SNMP API. Donc, l'agent SNMP, qui est l'hôte Y, reçoit le message et vérifie si la chaîne de communauté est présente sur sa MIB.
il vérifie la demande par rapport à sa liste d'autorisation d'accès pour cette communauté et vérifie l'adresse IP source. Si l'agent ne trouve pas la chaîne de communauté ou l'autorisation d'accès dans la base de données MIB de l'hôte Y et que le service SNMP est configuré pour envoyer une interruption d'authentification, il envoie alors une interruption d'échec d'authentification à la destination avec une interruption spécifiée à l'hôte Z. Le composant agent maître de l'agent SNMP va appeler l'agent d'extension approprié pour récupérer les informations de session demandées à partir de la MIB. À l'aide des informations de session récupérées auprès de l'agent d'extension, le service SNMP va générer un message SNMP de retour contenant le nombre de sessions actives et l'adresse IP de destination 10.10.2.1 du gestionnaire SNMP à l'hôte X. L'hôte Y va envoyer la réponse à l'hôte X. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la MIB. On va essayer un peu de voir c'est quoi cette MIB. Alors, MIB, c'est pour Management Information Base. Alors, la MIB est une table de données virtuelle qui contiendra une description formelle de tous les objets réseau gérés par SNMP. Il s'agit en quelque sorte d'une collection d'informations organisées de manière hiérarchique qui fournit une représentation standard des informations et du stockage de l'agent SNMP. Donc, les éléments de la MIB sont reconnus à l'aide d'identifiants d'objets, ce qu'on appelle des OIDS. Un OID est tout simplement le nom numérique attribué à un objet et commence par la racine de l'arborescence MIB. L'OID peut identifier de manière unique l'objet dans la hiérarchie MIB. Les objets gérés par MIB incluent des objets scalaires qui définissent une instance d'objet unique et des objets tabulaires qui définissent un groupe d'instances d'objets associés. Les OID incluent le type de l'objet, tel qu'un compteur, une chaîne ou une adresse, le niveau d'accès, tel qu'une lecture ou une lecture-écriture, les restrictions de taille et des informations sur la plage. Le gestionnaire SNMP convertit l'OID en un affichage lisible par l'homme en utilisant le MIB comme livre de code. Un utilisateur peut accéder au contenu de la MIB à l'aide d'un navigateur web, soit en saisissant l'adresse IP, soit en saisissant le nom de la bibliothèque DNS, par exemple http ip-address/lseries.mib ou bien http library-name-lseries.mib.b. Alors, il faut savoir que Microsoft fournit la liste des MIB installées avec le service SNMP dans le kit de ressources Windows. Les principaux MIB sont les suivants. Nous avons le dhcp.mib qui est là pour surveiller le trafic réseau entre les serveurs DHCP et les hosts distants. Nous avons le host mib.mib qui surveille et gère les ressources de l'hôte. Et nous avons le lnmib2.mib qui contient les types d'objets pour les services de poste de travail et de serveurs. Nous avons aussi le mib_ii.mib qui gère Internet basé sur TCP/IP à l'aide de l'architecture et d'un système simple. Nous avons aussi en dernier le wins.mib pour les services de nom Internet Windows. Parmi les outils d'énumération SNMP, on peut citer SNMP Check, Soft Perfect Network Scanner, qui sont des outils assez répandus dans le domaine. On passe maintenant à l'énumération LDAP. Il faut savoir qu'il y a divers protocoles qui permettent la communication et qui gèrent le transfert de données entre les ressources du réseau. Tous ces protocoles contiennent des informations précieuses sur des ressources du réseau ainsi que sur les données. Un utilisateur externe qui réussit à énumérer ces informations en manipulant des protocoles peut s'introduire dans le réseau et abuser des ressources de ce dernier. Le Lightweight Directory Access Protocol, communément appelé LDAP, est l'un de ces protocoles qui accède aux listes d'annuaires. LDAP est un protocole Internet permettant d'accéder aux services d'annuaires distribués.
LDAP accède aux listes d'annuaires dans Active Directory ou à partir d'autres services d'annuaires. LDAP est une forme hiérarchique ou logique d'annuaire, similaire à l'organigramme d'une entreprise. Les services d'annuaire peuvent fournir n'importe quel ensemble organisé d'enregistrement, souvent selon une structure hiérarchique et logique, tel qu'un annuaire de messagerie d'entreprise. Il utilise le DNS pour les recherches rapides et une résolution efficace des requêtes. Un client démarre une session LDAP en se connectant à un agent système d'annuaire, ce qu'on appelle le DSA, généralement sur le port TCP 389, et envoie une demande d'opération du DSA au DSA. Le format basique Encoding Rule, BER, est utilisé pour transmettre ces informations entre le client et le serveur. Un attaquant peut interroger de manière anonyme le service LDAP pour obtenir des informations sensibles telles que les noms d'utilisateurs, les adresses, des détails sur les services et des noms de serveurs qu'un attaquant peut utiliser pour lancer des attaques. Parmi les outils d'énumération LDAP, on peut citer Softera LDAP Administrator ou bien LDAP Search. On passe maintenant à l'énumération NTP et NFS. Il faut savoir que les administrateurs négligent souvent le serveur NTP pour Network Time Protocol lorsqu'ils envisagent la sécurité. Cependant, s'il est interrogé correctement, ce serveur peut fournir des informations réseau très précieuses à un attaquant. Conséquent, il est nécessaire de savoir quelles informations un attaquant peut obtenir sur un réseau via l'énumération NTP. Le Network File System, NFS, est utilisé pour la gestion de l'accès aux fichiers à distance. L'énumération NFS aide les attaquants à collecter des informations telles que les listes des clients connectés au serveur NFS, ainsi que leurs adresses IP et les répertoires exportés. Alors, on va commencer par l'énumération NTP. Il faut savoir que NTP est conçu pour synchroniser les horloges des ordinateurs sur le réseau. Il utilise le port UDP 123 comme principal moyen de communication. NTP peut maintenir l'heure avec une erreur de 10 millisecondes sur l'Internet public. De plus, il peut atteindre une précision de 200 microsecondes ou mieux dans les réseaux locaux dans des conditions optimales. Voici quelques informations qu'un attaquant peut obtenir en interrogeant un serveur NTP. Donc, nous avons la liste des hôtes connectés au serveur, les adresses IP des clients dans le réseau, leur nom de système et leur OS, les IP internes si le serveur NTP est en zone démilitarisée, donc s'il est en DMZ. Alors, il faut savoir que les commandes d'énumération NTP telles que NTP-DATE, NTP-TRACE, NTP-DSC et NTP-Q sont utilisées pour interroger un serveur NTP pour avoir des informations. Alors, nous allons commencer par la commande NTP-DATE. Donc, cette commande va collecter le nombre d'échantillons de temps à partir de plusieurs sources de temps. NTP-TRACE va déterminer d'où le serveur NTP obtient l'heure et suivra la chaîne du serveur NTP jusqu'à sa source d'horaire principale. Donc, les attaquants vont utiliser cette commande pour tracer la liste des serveurs NTP connectés au réseau. NTP-DC, quant à elle, va interroger le démon NTPD sur son état actuel et va demander des modifications dans cet état. Les attaquants utilisent cette commande pour récupérer l'état et les statistiques de chaque serveur NTP connecté au réseau cible. NTPQ, cette commande va surveiller les opérations du démon NTP et déterminer les performances. Alors, les outils d'énumération NTP sont utilisés pour surveiller le fonctionnement des serveurs NTP et SNTP dans un réseau et vont aider à la configuration et à la vérification de la connectivité du client de temps au serveur NTP. L'outil que nous allons voir s'appelle PRTGS Network Monitor. Alors, cet outil surveille tous les systèmes, appareils, trafic et applications de l'infrastructure informatique à l'aide de diverses technologies telles que SNMP, WMI et SSH. Comme le montre la capture d'écran, les attaquants utilisent PRTG Network Monitor pour récupérer les détails du serveur NTP, tels que le temps de réponse du serveur, les capteurs actifs avec le serveur et l'heure de synchronisation. Alors, on passe maintenant à NFS. NFS est tout simplement un type de système de fichiers qui permet aux utilisateurs d'accéder, d'afficher, de stocker et de mettre à jour des fichiers sur un serveur distant.
Ces données distantes sont accessibles par le client de la même manière qu'elles sont accessibles sur le système local. Selon les privilèges attribués aux clients, ils peuvent soit uniquement lire, soit à la fois lire et écrire les données. Un système NFS est généralement implémenté sur un réseau informatique dans lequel la centralisation des données est requise pour les ressources critiques. L'appel de procédure distante RPC est utilisé pour acheminer et traiter la demande entre le client et les serveurs. Pour accomplir la tâche de partage de fichiers et de répertoire sur le réseau, le protocole d'exportation est utilisé. Toutefois, le client tente d'abord de rendre le fichier disponible pour le partage en utilisant le processus de montage. L'emplacement ETC Export sur le serveur NFS contient une liste de clients autorisés à partager des fichiers sur le serveur. Dans cette approche, pour accéder au serveur, le seul identifiant utilisé, l'adresse IP du client. Les versions NFS antérieures à la version 4 s'exécutent sur la même spécification de sécurité. L'énumération des services NFS permet aux attaquants d'identifier les répertoires exportés, liste des clients connectés au serveur NFS ainsi que leur adresse IP, et les données partagées associées aux adresses IP. Après avoir collecté ces informations, les attaquants peuvent usurper leur adresse IP pour obtenir un accès complet aux fichiers partagés sur le serveur. Comme le montre la capture d'écran, un attaquant exécute la commande RPC info suivante pour analyser l'adresse IP cible à la recherche d'un port NFS ouvert, donc le port 2049, et les services NFS qui y sont exécutés. Donc la commande c'est RPC info-p 10.10.10.16. Comme le montre la capture d'écran, un attaquant exécute la commande show mount-e 10.10.10.16 pour afficher les fichiers des répertoires partagés. En outre, un attaquant peut utiliser diverses autres commandes et outils pour accéder au serveur NFS et télécharger des fichiers malveillants sur le serveur afin de lancer d'autres attaques. Les outils d'énumération NFS analysent un réseau ou un hôte pour identifier les services NFS qui y sont exécutés. Ces outils aident également à obtenir une liste de services RPC utilisant PortMap, une liste de partage NFS et une liste de répertoires accessibles via NTFS. De plus, ils permettent de télécharger un fichier partagé via le serveur NFS. Les attaquants utilisent des outils tels que RPC Scan et SuperEnum pour effectuer une énumération NFS. On passe maintenant vers l'énumération SMTP et DNS. Alors, les systèmes de messagerie utilisent généralement SMTP avec octroi et IMAP, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des messages dans la boîte aux lettres du serveur et de les télécharger depuis le serveur si nécessaire. SMTP va utiliser des serveurs d'échange de courrier MX pour diriger le courrier via des DNS. Il fonctionne sur le port TCP 25, 25 ou 587. SMTP utilise les trois commandes intégrées suivantes. Verify pour la validation des utilisateurs, Expand qui affiche l'adresse de livraison réelle des alias et des listes de diffusion, et Receipt to qui va définir le destinataire du message. Donc, les serveurs SMTP répondent différemment aux commandes Verify, Expand et Receipt to pour les utilisateurs valides et non valides. Conséquent, les utilisateurs valides sur le serveur SMTP peuvent être facilement déterminés. Les attaquants peuvent interagir directement avec SMTP via l'invite Telnet et collecter une liste d'utilisateurs valides sur le serveur SMTP. Les administrateurs et les testeurs d'intrusion peuvent effectuer une énumération SMTP à l'aide d'utilitaires de lignes de commande tels que Telnet et Netcat ou à l'aide d'outils tels que Metasploit, Nmap, Netscan Tools Pro et SMTP UserEnum pour collecter une liste d'utilisateurs, d'adresses de livraison et de destinataires de messages valides. Les outils d'énumération SMTP sont utilisés pour effectuer l'énumération des noms d'utilisateurs. Les attaquants peuvent alors utiliser les noms d'utilisateurs obtenus à partir de cette énumération pour lancer d'autres attaques sur d'autres systèmes réseau. Parmi ces attaques, on peut citer Netscan Tools Pro ou bien SMTP SuperEnum.
On arrive maintenant à l'énumération DNS en utilisant le transfert de zone. Il faut savoir, comme on l'avait dit précédemment, le transfert de zone DNS est le processus de transfert d'une copie du fichier de zone DNS du serveur DNS principal vers un serveur DNS secondaire. Dans la plupart des cas, le serveur DNS principal conserve un serveur de sauvegarde ou secondaire à des fins de redondance, qui contiendra toutes les informations stockées sur le serveur principal. Le serveur DNS utilise le transfert de zone pour distribuer les modifications apportées au serveur principal vers les serveurs secondaires. Un attaquant qui effectue une énumération de transfert de zone DNS pour localiser le serveur DNS et accéder aux enregistrements de l'organisation cible. Si le serveur DNS de l'organisation cible autorise le transfert de zone, les attaquants peuvent alors effectuer un transfert de zone DNS pour obtenir les noms des serveurs DNS, les noms d'hôtes, les noms des machines, les noms d'utilisateurs, les adresses IP, les alias, etc. attribués au sein d'un domaine cible. Dans l'énumération DNS utilisant le transfert de zone, un attaquant tente de récupérer une copie de l'intégralité des fichiers de l'intégralité du fichier de zone d'un domaine à partir du serveur DNS. Les attaquants peuvent effectuer le transfert de zone DNS à l'aide d'outils tels que NSLOOKUP, la commande dig et DNSRecon. Si le paramètre de transfert DNS est activé sur le serveur de nom cible, il fournira les informations DNS. Sinon, il renverra une erreur indiquant qu'il a échoué ou refusé le transfert de zone. Pour effectuer un transfert de zone, l'attaquant envoie une requête de transfert de zone au serveur DNS en se faisant passer pour le client. Le serveur DNS envoie ensuite une partie de sa base de données sous forme de zone à l'attaquant. Cette zone peut contenir une grande quantité d'informations sur le réseau de la zone DNS. Maintenant, on va voir la commande dig. Les attaquants utilisent la commande dig sur les systèmes Linux pour interroger les serveurs de nom DNS et récupérer des informations sur les adresses des hôtes cibles, le serveur de nom, les échanges de courrier, etc. Comme le montre la capture d'écran que vous voyez, les attaquants utilisent la commande dig pour effectuer un transfert de zone DNS. Cette commande récupère tous les serveurs de nom DNS du domaine cible. Ensuite, les attaquants utilisent l'un des serveurs de nom issus du résultat de la commande pour tester si le DNS cible autorise les transferts de zone. Ils utilisent la commande dig domaine du serveur de nom, domaine cible, AXFR. Nous avons aussi la commande NSLOOKUP. Donc, les attaquants utilisent la commande NSLOOKUP sur les systèmes Windows pour interroger les serveurs de nom DNS et récupérer les informations sur les adresses des hosts cibles, les serveurs de nom, les échanges de courrier, etc. Comme on le voit dans la capture d'écran, l'attaquant utilise la commande pour effectuer son transfert de zone DNS. Il a fait son NSLOOKUP, il a fait son setQueryType égale SOA. Donc, cette commande définit le type de requête sur l'enregistrement de départ, donc ce qu'on appelle Start of Authority, donc le SOA, pour récupérer des informations administratives sur la zone DNS du domaine cible. Dans notre exemple, le domaine cible s'appelle Certified Hacker. La commande suivante est utilisée alors pour tenter le transfert de zone DNS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ls-d avec le domaine plutôt du serveur de nom. Là, une dernière commande, c'est la commande DNSRecon qui permet aussi de faire un transfert de zone DNS. Alors, une autre approche, c'est ce qu'on appelle le DNS cache snooping. Donc, il faut savoir que la surveillance du DNS, donc du cache DNS, qu'on appelle le DNS cache snooping, est un type de technique d'énumération DNS dans laquelle un attaquant va interroger le serveur DNS pour un enregistrement DNS spécifique, qui est déjà mis en cache. En utilisant cet enregistrement mis en cache, l'attaquant peut déterminer les sites récemment visités par les utilisateurs, et ces informations peuvent être très utiles à l'attaquant en révélant certaines données importantes telles que le nom du propriétaire du serveur DNS, son fournisseur de services, les noms de son vendeur et les coordonnées bancaires. En utilisant ces informations, l'attaquant peut lancer une attaque d'ingénierie sociale contre l'utilisateur ciblé. Donc, les attaquants effectuent une surveillance du cache DNS à l'aide de divers outils tels que la commande dig, DNS Snoopdog et DNSRecon.
Alors, les attaquants utilisent les deux méthodes de surveillance du cache DNS suivantes, à savoir la méthode récursive et la méthode non récursive. Donc, on va commencer par la méthode non récursive. Dans cette méthode, pour espionner un serveur DNS, les attaquants envoient une requête non récursive en définissant le bit recursion desired RD dans l'entête de la requête sur 0. Les attaquants interrogent le cache DNS pour un enregistrement DNS spécifique tel que ACK, NAM, PTR ou autre. Si l'enregistrement interrogé est présent dans le cache DNS, le serveur DNS répond avec les informations indiquant qu'un utilisateur du système a visité un domaine spécifique. Sinon, le serveur DNS répond avec l'information sur un autre serveur DNS qui peut renvoyer une réponse à la requête. Ou bien, il répond avec le route.hint contenant les informations sur tous les serveurs DNS racines. Les attaquants utilisent la commande dig suivie du nom ou bien de l'adresse IP du serveur DNS, du nom de domaine et du type de fichier d'enregistrement DNS. L'option place no recurse est utilisée pour définir la requête comme non récursive. Alors, si on fait dig l'adresse IP du serveur DNS, domaine cible a place no recurse, cela, comme le montre la capture d'écran, le statut no error va impliquer que la requête a été acceptée, mais qu'aucune réponse n'a été renvoyée, indiquant ainsi qu'aucun utilisateur du système n'a visité le site interrogé. On passe maintenant vers le mode récursif. Alors, dans cette méthode, pour espionner le serveur DNS, les attaquants envoient une requête récursive en définissant l'option place recurse au lieu de l'option place no recurse, semblable à la méthode non récursive. Les attaquants interrogent le cache DNS pour un enregistrement DNS spécifique tel que A, SRV ou bien MX. Dans cette méthode, le champ de durée de vie TTL est examiné pour déterminer la durée pendant laquelle l'enregistrement DNS reste en cache. Ici, la valeur TTL obtenue à partir du résultat est comparée à la valeur TTL initialement définie dans le champ TTL. Si la valeur TTL dans le résultat est inférieure à la valeur du TTL initial, l'enregistrement est mis en cache, indiquant qu'une personne sur le système a visité ce site. Cependant, si l'enregistrement interrogé n'était pas présent dans le cache, il sera ajouté au cache après l'envoi de la première requête. Les attaquants utilisent la même commande dig que dans la méthode non récursive, mais avec l'option plus recurse au lieu de l'option no recurse. Comme le montre la capture d'écran, la valeur TTL du domaine Certified Hacker est considérablement faible, ce qui suggère fortement que le domaine était déjà dans le cache lorsque la requête a été émise. Alors, nous avons une autre approche qui est le DNS Secure Zone Working. Alors, c'est tout simplement une technique d'énumération DNS durant laquelle l'attaquant tente d'obtenir des enregistrements internes du serveur DNS si la zone DNS n'est pas correctement configurée. Alors, l'attaquant va utiliser plusieurs outils tels que LDNS ou bien DNS Recon pour exploiter cette vulnérabilité et obtenir les informations réseau souhaitées à partir du domaine cible. Alors, il faut savoir que le parcours de la zone DNS Secure, Domain Name System Security Extension, est un type de technique d'énumération DNS dans laquelle un attaquant tente d'obtenir des enregistrements internes. Si la zone DNS n'est pas correctement configurée, les informations de zone énumérées peuvent aider l'attaquant à créer une cartographie du réseau de l'hôte. Alors, il faut savoir qu'il existe d'autres techniques d'énumération. On peut citer par exemple l'énumération IPsec. D'abord, il faut savoir que IPsec est la technologie la plus couramment mise en œuvre pour les résolutions VPN d'entreprise de passerelle à passerelle, ce qu'on appelle de LAN vers LAN. Et de host à passerelle, dans ce cas-là, on parlera d'accès distant. IPsecure va assurer la sécurité des données en utilisant diverses composantes telles que l'Encapsulated Security Payload, ce qu'on appelle l'ESP, l'Authentication Header, le AH, et l'Internet Key Exchange, l'IKE.
pour sécuriser la communication entre les points de terminaison VPN. Il faut savoir que la plupart des VPN basés sur IPsec utilisent le protocole ISA KMP, donc Internet Security Association Key Management Protocol, qui fait partie d'IKE, pour établir, négocier, modifier et supprimer les associations de sécurité SA et des clés cryptographiques dans un environnement VPN. Les attaquants peuvent effectuer de simples analyses directes d'ISA KMP sur le port UDP 500 avec des outils tels que Nmap pour acquérir des informations liées à la présence d'une passerelle VPN. Donc la commande Nmap que vous pouvez qu'on voit ici, donc nmap-su-p500, etc., nous permet tout simplement de vérifier le statut d'ISA-KMP via le port 500. Donc les attaquants peuvent approfondir leurs recherches à l'aide d'outils de footprinting tels que IKE Scan pour énumérer les informations sensibles, notamment l'algorithme de chiffrement, de hachage, le type d'authentification, l'algorithme de distribution de clés et la durée de vie de la SA. Dans ce type d'analyse, des paquets IKE spécialement conçus avec un en-tête ISA-KMP sont envoyés à la passerelle cible et les réponses sont enregistrées. Alors, il faut savoir la commande IKE-scan-m avec l'adresse IP de la victime permet tout simplement la découverte initiale du VPN IPsec avec l'outil IKE Scan. Alors, IKE Scan est un outil qui permet de découvrir les autres IKE et peut les identifier à l'aide du modèle d'attente de retransmission. Alors, IKE Scan peut exécuter des fonctions suivantes. D'abord, la fonction Discovery, qui permet de découvrir les hôtes qui exécutent IKE dans une plage d'adresse IP donnée, en affichant les hôtes qui répondent aux requêtes IKE envoyées par IKE Scan. Nous avons aussi la fonction Fingerprinting. Il faut savoir que l'implémentation IKE utilisée par les hôtes peut être déterminée, et ce, dans certains cas. La version du logiciel qu'ils exécutent peut être aussi déterminée. Cela se fait de deux manières. Soit en faisant une prise d'empreinte digitale d'attente UDP, qui implique l'enregistrement des heures d'arrivée des paquets de réponse IKE en provenance des hôtes cibles, et en faisant la comparaison du modèle d'attente de retransmission observé avec les modèles connus. Ou bien, en faisant de la prise d'empreinte digitale du ID du fournisseur, qui compare les charges utiles d'ID de fournisseur de l'hôte cible à partir du serveur VPN par rapport au modèle d'identification de fournisseurs déjà connu. Alors, nous avons aussi une autre fonctionnalité qui est le craquage de clés prépartagées. Il faut savoir que le piratage de mots de passe par dictionnaire all-in ou par brute force peut être effectué sur le mode agressif IKE, avec authentification par clé prépartagée. Celui-ci utilise IKE Scan pour obtenir le hachage et d'autres paramètres ainsi que PSE Crack, qui fait partie du package IKE Scan pour effectuer le craquage de mots de passe. On passe maintenant à l'énumération voie IP. Il faut savoir que la voie IP est une technologie avancée qui a remplacé le réseau téléphonique public commuté, ce qu'on appelle l'ancien réseau PSTN, dans les environnements d'entreprise, voire même dans les environnements domestiques. La voie IP utilise l'infrastructure Internet pour établir une connexion pour les appels vocaux. Les données sont également transmises sur le même réseau. Cependant, la voie IP est vulnérable aux vecteurs d'attaque TCP/IP. Le protocole d'initiation de session, SIP, est l'un des protocoles les plus utilisés pour la voie IP pour effectuer des appels vocaux, des appels vidéo sur un réseau IP. Le serveur SIP utilise généralement les ports TCP/UDP 2000, 2001, 5050 et 5061. Les attaquants vont utiliser les outils SVMap et Metasploit pour effectuer des énumérations voie IP. Grâce à l'énumération voie IP, les attaquants peuvent collecter des informations sensibles telles que les passerelles, voire même les serveurs voie IP, les systèmes d'échange de succursales privées, ainsi que les adresses IP des agents utilisateurs et les extensions d'utilisateurs des logiciels clients. Ces informations peuvent être utilisées pour lancer diverses attaques voie IP telles que les attaques DOS, le détournement de session, l'usurpation d'identité de l'appelant, les écoutes clandestines, le spam sur la téléphonie et Internet et le phishing par voie IP. Alors, parmi les outils à utiliser, nous avons SVMap qui est un scanner open source qui identifie les appareils SIP et les serveurs PBX
sur un réseau cible. Il peut être utile aux administrateurs système lorsqu'il est utilisé comme outil d'inventaire réseau. Les attaquants vont utiliser SVMAP pour effectuer d'abord l'identification des appareils cibles et les serveurs PBX sur les ports par défaut et non par défaut. Ils vont scanner une large gamme de réseaux, ils vont analyser un hôte sur différents ports pour un service SIP sur cet hôte ou plusieurs hôtes sur plusieurs ports. Ils vont faire sonner tous les téléphones d'un réseau simultanément en utilisant la méthode invite. Alors, la capture d'écran que vous voyez ici montre un exemple d'énumération des détails du périphérique SIP à l'aide de l'outil SVMAP via la commande SVMAP. Ensuite, on donne la plage d'adresse IP. Donc, les attaquants utilisent l'énumérateur de nom d'utilisateur SIP de Metasploit pour scanner les noms d'utilisateurs, les extensions, les téléphones de voix IP, etc. Donc, la capture qui est juste en dessous montre un exemple d'énumération de SIP à l'aide de Metasploit. On arrive maintenant à l'énumération RPC. Donc, l'appel de procédure distante RPC est une technologie utilisée pour créer des programmes client-serveur distribués. RPC permet aux clients et aux serveurs de communiquer dans des programmes client-serveur distribués. Il s'agit d'un mécanisme de communication interprocessus qui permet l'échange de données entre différents processus. En général, RPC se compose de composants tels qu'un client, un serveur, un point de terminaison, un mappeur de points de terminaison, un stub client et un stub de serveur, ainsi que diverses dépendances. Le service port mapper écoute sur le port TCP et UDP numéro 111 pour détecter tout simplement les points de terminaison et présenter les clients, ainsi que les détails des services RPC d'écoute. L'énumération des points de terminaison RPC permet aux attaquants d'identifier tous les services vulnérables sur ces ports de service dans les réseaux protégés par des pare-feux et d'autres établissements de sécurité. Ce port mapper est souvent filtré. Par conséquent, les attaquants utilisent de larges plages de ports pour identifier les services RPC susceptibles d'être attaqués directement. Alors, on peut passer maintenant à l'énumération des utilisateurs sur les plateformes Linux et Unix. Donc, il faut savoir que l'une des étapes importantes de l'énumération consiste à effectuer l'énumération des utilisateurs de l'OS. L'énumération des utilisateurs Unix ou Linux fournit une liste d'utilisateurs ainsi que des détails tels que les noms d'utilisateurs, le nom du host, ainsi que la date et l'heure de début de chaque session. Les utilitaires en ligne de commande peuvent être utilisés pour effectuer l'énumération des utilisateurs tels que ruser, rwho ou bien finger. Alors, on arrive maintenant à l'énumération Telnet et SMB. Il faut savoir que Telnet est un protocole de terminal réseau qui permet aux utilisateurs d'accéder à des ordinateurs ou à des serveurs distants via Internet. Ce protocole fournit une communication interactive bidirectionnelle pour des ordinateurs sur le LAN et sur Internet. En fonction des privilèges attribués aux utilisateurs, ils peuvent utiliser Telnet pour se connecter au système distant afin d'accéder à des fichiers, services, voire même à des données. Les attaquants effectuent une analyse des ports pour collecter les informations sur des ports et services ouverts sur les serveurs cibles. Si le port Telnet s'avère ouvert, les attaquants peuvent connaître les informations partagées, y compris les informations matérielles et logicielles de la cible. En utilisant ces informations, les attaquants peuvent exploiter leurs vulnérabilités spécifiques et effectuer des attaques par brute force pour obtenir un accès non autorisé au système cible. Les attaquants peuvent utiliser l'outil Nmap pour effectuer une simple analyse du port Telnet 23. L'énumération SMB par contre, comme on l'avait dit précédemment, SMB pour Server Message Block est un protocole de transport généralement utilisé par les systèmes Windows pour fournir un accès partagé aux fichiers, aux imprimantes et aux ports série, ainsi qu'un accès distant aux services Windows. Par défaut, SMB s'exécute directement sur le port 445 ou via l'API NetBIOS sur les ports UDP 137 et 138 et les ports TCP 137 et 139. En utilisant le service SMB, les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers et autres données stockées sur un serveur distant. Le service SMB permet également aux utilisateurs de l'application de lire, écrire et modifier les fichiers sur le serveur distant. Un réseau exécutant ce service est très vulnérable à l'énumération SMB, qui fournit une bonne quantité d'informations sur la cible.
Dans l'énumération SMB, les attaquants effectuent généralement une capture de bannière pour obtenir des informations telles que les détails du système d'exploitation et les versions des services en cours d'exécution. En utilisant ces informations, les attaquants peuvent effectuer diverses attaques, telles que les attaques par relais SMB et les attaques par brute force. Les attaquants peuvent également utiliser des outils d'énumération SMB, tels que Nmap, SMBmap, NumFile Linux, etc. Alors, on arrive maintenant à l'énumération FTP et TFTP. Il faut savoir que le protocole de transfert de fichiers FTP est utilisé pour transférer des fichiers via TCP, et son port par défaut est le port 21. Dans FTP, les données sont transférées entre un expéditeur et un destinataire en texte clair, exposant ainsi des informations critiques telles que les noms d'utilisateurs et les mots de passe aux attaquants. FTP n'offre ni environnement réseau sécurisé, ni une authentification sécurisée des utilisateurs. Les individus n'ont pas besoin d'authentification pour accéder à un serveur FTP dans un réseau. Cela fournit aux attaquants une méthode simple pour accéder aux ressources réseau. La mise en œuvre de FTP dans le réseau, une organisation, rend les données accessibles aux sources externes. Les attaquants peuvent analyser et énumérer le port ouvert 21, exécutant le serveur FTP et utiliser ces informations pour lancer diverses attaques telles que le rebond FTP, la brute force FTP et le sniffing de paquets. En ce qui concerne l'énumération TFTP, alors TFTP pour Trivial File Transfer Protocol est une version simplifiée de FTP et est utilisée pour transférer des fichiers entre les périphériques du réseau. Par défaut, un serveur TFTP écoute sur le port UDP 69. Le protocole est utilisé lorsque la visibilité de l'annuaire et l'authentification des utilisateurs ne sont pas requis. Par conséquent, il ne fournit aucune fonctionnalité de sécurité. Pour effectuer l'énumération TFTP, les attaquants peuvent utiliser des outils tels que Port Query et Nmap pour extraire des informations telles que l'exécution des services TFTP et les fichiers stockés sur le serveur distant. En utilisant des informations énumérées, les attaquants peuvent obtenir un accès non autorisé au système cible, voler des fichiers importants et télécharger des scripts malveillants pour lancer d'autres attaques. De plus, ces informations permettent aux attaquants d'effectuer diverses attaques, telles que les attaques par amplification DNS, les attaques par réflexion TFTP et les attaques DDoS. Alors, Internet IPv6 est un protocole d'adressage qui identifie les systèmes informatiques, y compris les informations de localisation, et qui aide à acheminer le trafic d'un système à un autre sur un réseau. Il s'agit d'une version avancée d'IPv4 et par conséquent prend en charge un plus grand nombre d'hôtes que IPv4. Il a été conçu pour résoudre le problème de l'épuisement des adresses IPv4. Les attaquants effectuent une énumération IPv6 sur les hôtes cibles pour obtenir leur adresse IPv6 et analysent davantage les adresses IP énumérées pour détecter divers problèmes de sécurité tels que l'accès à la structure de routage, l'exposition de contenus sensibles et les listes de contrôle d'accès des utilisateurs. En utilisant ces informations, les attaquants peuvent lancer diverses attaques telles que les attaques par inondation SYN, les attaques par amplification DNS et les attaques DDoS. Les attaquants peuvent analyser et énumérer l'adresse IPv6 d'une machine cible du réseau en utilisant divers outils tels que Unix et IPv6 Lockit. On arrive maintenant à l'énumération BGP. Alors, BGP pour Border Gateway Protocol est un protocole de routage utilisé pour échanger des informations de routage d'accessibilité entre différents systèmes autonomes sur Internet. Ce protocole étant utilisé pour connecter un AS à un autre AS, il est également appelé BGP externe ou eBGP. BGP trouve le chemin le plus court pour acheminer efficacement le trafic d'une adresse IP à une autre. BGP crée sa session TCP sur le port 179. Les attaquants effectuant une énumération BGP sur la cible à l'aide d'outils tels que le Nmap et BGP Toolkit pour découvrir les préfixes IPv4 indiqués par le numéro AS et le chemin de routage suivi par la cible. Les attaquants utilisent ces informations pour lancer diverses attaques contre la cible, telles que des attaques de type Man in the Middle, des attaques de détournement BGP et des attaques de déni de service. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons parlé de tout ce qui est énumération. Il s'agit maintenant de trouver les moyens de lutter contre ces énumérations.
Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'énumération cause des fuites d'informations sur différents protocoles, notamment SNMP, DNS, SMTP, LDAP, etc. Nous allons commencer par le protocole SNMP. Donc, les contre-mesures à l'énumération SNMP consistent soit à supprimer l'agent SNMP et à désactiver le service complètement. Si la désactivation du service n'est pas une option, il faudra modifier les noms des chaînes de communauté par défaut, ou bien passer à SNMP version 3 qui va crypter les mots de passe et les messages. On peut aussi implémenter l'option de sécurité de la stratégie de groupe appelée restriction supplémentaire pour les connexions anonymes, ou bien on peut s'assurer que l'accès aux canaux de session nuls, au partage de sessions, est restreint. On peut bloquer aussi l'accès au port TCP/UDP 161. On va éviter d'installer des composants Windows de gestion et de surveillance, sauf si cela est nécessaire. On va chiffrer et nous authentifier à l'aide d'IPsec. Et on ne va pas configurer le service SNMP avec une autorisation de lecture-écriture. Donc, il faudra qu'il y ait une bonne configuration. Alors, les contre-mesures à l'énumération DNS, il va falloir désactiver les transferts de zones DNS vers les hôtes non approuvés. On doit s'assurer que les hôtes privés et leurs adresses IP ne sont pas publiés dans des fichiers de zone DNS du serveur DNS public. On va utiliser les services d'enregistrement DNS Premium qui cachent au public les informations sensibles telles que les informations sur l'hôte. On va utiliser des contacts d'administrateurs réseau standard pour les enregistrements DNS afin d'éviter les attaques d'ingénierie sociale, tout comme on devra élaguer les informations de zone DNS pour éviter de révéler des informations inutiles. Concernant le protocole SMTP, on doit ignorer les emails envoyés à des destinataires inconnus. On doit exclure les informations sensibles sur les serveurs de messagerie et les hosts locaux dans les réponses par courrier électronique. On doit désactiver les fonctions de relais ouvert. On doit limiter le nombre de connexions acceptées à partir d'une source pour empêcher les attaques par brute force. On doit désactiver les commandes expand, verify et reset to ou les limiter aux utilisateurs authentifiés, tout comme on doit ignorer les emails envoyés à des destinataires inconnus ou en configurant les serveurs SMTP. Les contre-mesures d'énumération LDAP, il faut savoir que par défaut, le trafic LDAP est transmis de manière non sécurisée. Par conséquent, il est important d'utiliser la technologie Secure Socket Layer, donc le protocole SSL, ou Start TLS pour chiffrer le trafic. On devra sélectionner le nom d'utilisateur différent de l'adresse email et activer le verrouillage de compte. On doit restreindre l'accès à Active Directory à l'aide de logiciels tels que Citrix. Et on doit utiliser NTLM ou tout autre mécanisme d'authentification de base pour limiter l'accès aux utilisateurs légitimes. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des contre-mesures pour l'énumération pour les PME. Donc, il faut savoir que les services de partage commun ou autres services inutilisés peuvent fournir des portes permettant aux attaquants de pénétrer dans le réseau et de s'introduire dans vos machines. Donc, un réseau exécutant SMB présente un risque élevé d'énumération. Donc, les serveurs web et DNS ne nécessitent nullement ce protocole. Il est conseillé de le désactiver sur ces derniers. Le protocole SMB peut être désactivé en désactivant les propriétés clients pour les réseaux Microsoft et partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft dans les connexions réseau et accès à distance. Sur les serveurs accessibles depuis Internet, également appelés host Bastion, SMB peut être désactivé en désactivant les deux mêmes propriétés de la boîte de dialogue de propriété des CPI. Donc, une autre méthode pour désactiver le protocole SMB sur les autres bastions, sans désactivation explicite, consiste à bloquer les ports utilisés par le protocole SMB, à savoir les protocoles TCP 139 et 445. La désactivation du service SMB n'étant pas toujours une option réalisable, d'autres contre-mesures contre l'énumération existent. Donc, SMB peut être nécessaire, d'où des fois on a recours au registre Windows pour le configurer, pour limiter l'accès anonyme depuis Internet à un ensemble spécifique de fichiers. Ces fichiers et dossiers sont spécifiés dans les paramètres d'accès réseau. Donc là, on va essayer de jouer sur la base des registres. Donc, on va accéder par exemple au registre HK, Local Machine, System, Current Control Set, Service,
LAN man server parameters. Mais là, on va essayer de faire une restriction par rapport à ces accès. Donc, on doit s'assurer aussi que les pare-feux Windows ou des systèmes de protection des endpoints similaires sont activés sur le système. On doit installer les derniers correctifs de sécurité pour Windows et des logiciels tiers. On doit mettre en œuvre un mécanisme d'authentification approprié avec une politique de mot de passe forte. On doit mettre en œuvre des autorisations fortes pour protéger les informations stockées. On doit effectuer un audit régulier de nos journaux systèmes. Et on doit effectuer une surveillance active du système pour surveiller les systèmes à la recherche de tout incident malveillant. Alors, le protocole NFS, donc on doit implémenter des autorisations appropriées à la lecture-écriture qui doivent être limitées à des utilisateurs spécifiques dans le système de fichiers exportés. On doit implémenter des règles de pare-feu pour bloquer le port 2049. On doit nous assurer que la configuration appropriée des fichiers tels que etc smb.conf et etc export et etc host allow pour protéger les données stockées sur le serveur. On doit enregistrer les demandes d'accès de fichiers sur le serveur NFS, donc on doit journaliser les événements. On doit garder l'option root squash dans le fichier etc export activé afin qu'aucune requête effectuée en tant que root sur le client ne soit approuvée. Et on doit implémenter le tunneling NFS via SSH pour chiffrer le trafic NFS sur le réseau. Et pour finir, on va voir ce qu'on peut faire pour le FTP. Donc, on va implémenter un FTP sécurisé. Par exemple, SFTP qui va utiliser du SSH ou FTP sécurisé FTPS qui va utiliser du SSL pour chiffrer le trafic FTP sur le réseau. On doit mettre en œuvre des mots de passe forts ou une politique d'authentification basée sur la certification. On doit nous assurer que le téléchargement illimité de fichiers sur le serveur FTP n'est pas autorisé, tout comme on doit désactiver les comptes FTP anonymes. Si cela n'est pas possible, on doit surveiller régulièrement les comptes FTP anonymes. On doit restreindre l'accès par IP ou nom de domaine au serveur FTP, tout comme on doit configurer des contrôles d'accès sur les comptes FTP authentifiés à l'aide de listes de contrôles d'accès, donc ce qu'on appelle les ACL. On doit limiter les tentatives et la durée de connexion. On doit configurer les règles de filtrage pour les services FTP. Et on doit utiliser le SSL FTPS pour les comptes FTP authentifiés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous en remercie.